Donc, il y a Julie Grelier qui va présenter son séminaire sur les spins neuromorphiques. Donc, elle a fait sa thèse sous la direction d'Albert Fert, qui est le roi de la spintronique. Il a obtenu le prix Nobel pour ça. Elle est au CNRS, elle est directrice de recherche, et ses travaux actuels, c'est dans le but de fabriquer ou de simuler le cerveau humain, en particulier en utilisant des idées, je crois, de spintronique. Elle a eu plusieurs distinctions, donc par exemple la médaille d'argent du CNRS. Donc je suis très content qu'elle ait accepté de parler aujourd'hui. Je vous donne la parole. Merci beaucoup pour l'introduction et l'invitation à venir vous parler. Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui avec vous pour aborder certaines des questions qui me passionnent. Et notamment dans cet exposé, ce que j'aimerais qu'on discute, c'est en fait comment un système physique peut-il apprendre sans programme. Et également, ce que j'aimerais, c'est le construire de manière à ce qu'il soit économe en électricité. Donc voilà le programme d'aujourd'hui. Alors, il y a de nombreuses disciplines qui abordent la question de l'apprentissage, et elles le font chacune sous des angles différents. Alors, en neurosciences, par exemple, on va essayer de se demander comment le cerveau apprend-il ? Quels sont les mécanismes biologiques qui le permettent et par quels algorithmes est-ce possible ? En apprentissage automatique, la question va être un peu différente. On va se demander comment peut-on traiter des données complexes, faire en sorte qu'un algorithme apprenne à le faire et de façon surtout très efficace, avec une forte performance. Et donc pour cela, on va utiliser des modèles beaucoup plus abstraits qui vont permettre de distinguer, comme on le voit ici, par exemple de reconnaître ces images qui sont vraiment très complexes et où même un être humain pourrait se tromper. Et donc ces dernières années, il a été montré que les algorithmes de réseau de neurones sont parmi les plus performants pour cela. Et donc, il s'agit de trouver des algorithmes de plus en plus efficaces et de les programmer. Dans tous les cas, les algorithmes qui sont développés, ces algorithmes d'apprentissage, sont programmés sur des ordinateurs. C'est-à-dire qu'on développe un modèle abstrait, qui peut être un modèle de réseau de neurones. Ensuite, ce modèle est traduit sous forme de code, puis il est compilé, ce qui génère des suites de 0 et 1, et ceci est utilisé pour programmer un processeur qui n'a plus rien à voir avec l'architecture du réseau de neurones de départ. Et ce qui est important, c'est que ce programme va venir contrôler de façon univoque et déterministe chacun des milliards de transistors du processeur. Voilà, donc d'une manière qui est extrêmement différente de celle du cerveau. Donc la question que j'aimerais qu'on pose aujourd'hui, c'est finalement comment est-ce qu'un système physique pourrait apprendre sans programme, par lui-même. Donc, si je regarde ce que fait un ordinateur, c'est indiqué ici, c'est-à-dire qu'on a un système physique, c'est l'ordinateur. On lui donne par ses entrées des données, les sorties donnent le résultat, et puis on a un programme qui va lui permettre d'apprendre. Et la question que je pose, c'est est-ce qu'on pourrait réussir à avoir un système physique qui est uniquement contrôlé par ses entrées et sorties et qui apprenne ? Alors ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir un enseignant, c'est-à-dire qu'il puisse regarder le résultat produit et dire s'il y a une erreur ou pas. Mais il n'y aurait pas de programme, c'est-à-dire que le système physique serait le programme. C'est ça la question que je pose. Alors comment est-ce possible ça ? Finalement, pour qu'un système physique apprenne sans programme, il faut, d'une manière ou d'une autre, que l'on lie son comportement naturel à une forme d'apprentissage. Et c'est ce qu'a fait Hopfield, qui vous a été présenté tout à l'heure, en 1982. Il a réalisé 2 liens vraiment très importants. Le premier lien, ça a été de faire le lien entre un réseau de neurones et un système de spin dithing. Donc, dans un réseau de neurones, on a les opérations élémentaires qui sont indiquées ici. Nous avons les flèches qui sont les synapses, qui représentent la force de transmission de l'information entre les neurones. Dans les algorithmes de réseau de neurones, ça va être juste un poids synaptique, une valeur réelle, qui va pondérer les sorties des neurones, qui sont les Y et les Z ici. Donc un neurone reçoit par les synapses la somme pondérée des neurones précédents, et ensuite il va y appliquer ce qu'on appelle une fonction d'activation, qui est ici indiquée par ce ρ ici, qui est une fonction réelle, et qui est non linéaire.
Et ce qu'a fait Hopfield, c'est faire le lien entre ce genre de modèle et donc le réseau de spin d'Ising. En effet, quand on a des spins couplés par échange, finalement, la force, l'amplitude du couplage d'échange régit la communication entre les spins. Donc on peut voir ça comme une synapse, et qui peut être avec une action positive ou négative, tendant à les aligner ou au contraire à les désaligner. Donc c'est l'équivalent de la synapse. Tandis que le spin, lui, peut se renverser, c'est une sorte d'interrupteur non linéaire qui peut imiter donc la fonction d'activation d'un neurone par son seuil et sa capacité à se renverser. Donc Hopfield a fait ce lien entre réseau de neurones et système de spin d'Ising, un système donc physique. Et puis aussi, il a utilisé le fait qu'un système tel que le système de spin d'Ising, qui est décrit par une fonction d'énergie, va avoir une tendance naturelle à la minimiser. Et donc c'est ce comportement particulier du système, donc cette tendance à aller vers l'équilibre, qu'il a utilisé pour apprentissage. C'est-à-dire qu'il a réussi à lier ces deux choses, apprentissage et capacité de minimiser une énergie. Donc son idée, c'était de dire, ben voilà, si j'ai un système très complexe de spin d'Ising, donc avec un très grand nombre de spins couplés, le potentiel d'énergie dont je dispose est compliqué lui aussi et reconfigurable en changeant les valeurs des poids WIJ. Et il s'est dit, en fait, ce que je peux faire dans un tel potentiel d'énergie, c'est créer de très nombreux minimums locaux et de faire en sorte de venir enregistrer des motifs dans ces minimums. Donc son idée, ça a été de sculpter dans ce paysage d'énergie des bassins d'attraction pour venir y enregistrer des motifs. Ceci permet de faire de la reconnaissance de motifs, en ce sens que si, à l'entrée du système, je présente un motif bruité, donc j'applique ce motif à mon système. Si c'est un système de spin, par exemple, la manière de présenter ce motif, ça peut être en changeant les spins du système. Si j'applique un motif bruité, la dynamique intrinsèque du système va l'amener près du bassin d'attraction qui correspond au motif non bruité, et ensuite, naturellement, le système va venir relaxer dans cet état d'équilibre local qui correspond à la reconnaissance, à l'identification du motif à l'entrée. Voilà, donc ça c'est vraiment le principe d'Hopfield. Et la loi d'apprentissage associée que vous voyez ici, donc, qui consiste à modifier les couplages petit à petit en fonction des motifs qu'on veut reconnaître en entrée. Et l'idée, vous voyez, de cette loi d'apprentissage, c'est vraiment de se dire que si WIJ prend ces valeurs-là, si je regarde ensuite l'énergie du pattern correspondant, je vais multiplier ces termes de façon quadratique, et donc l'énergie va être minimisée tout naturellement. Donc c'est de cette manière qu'on va sculpter petit à petit le potentiel d'énergie. Donc voilà l'idée d'Hopfield, c'est-à-dire on a deux points, on fait le lien entre un réseau de neurones et un système d'Ising, et ensuite on vient creuser le potentiel d'énergie avec plein de minimums locaux pour y enregistrer des patterns. On voit donc que pour l'apprentissage, pour apprendre à enregistrer ces motifs et à les reconnaître, les réseaux d'Hopfield diminuent une énergie pour y enregistrer des états. Donc c'est ce qui est illustré ici. L'axe Y, c'est l'énergie du système, et on vient modifier le système de façon à creuser les minimums locaux. Et le système va changer. Quand on présente une entrée ou autre chose au système, il va se modifier pour descendre dans ce minimum et faire une reconnaissance de motifs. Et alors, ça peut générer de la confusion parce qu'en fait, ce diagramme ressemble énormément à celui qui correspond à la manière dont les réseaux de neurones apprennent aujourd'hui, mais en fait, il est fondamentalement différent. Aujourd'hui, les réseaux de neurones, ils n'apprennent pas en descendant une énergie, en fait, ce n'est pas le principe. L'idée, c'est, pour être très efficace, c'est de venir réduire l'erreur à la sortie du réseau. C'est ça le but. Donc on a une fonction de coût qui qualifie une erreur en sortie du réseau, et ce qu'on veut faire, c'est minimiser cette erreur, donc descendre la fonction de coût. Et donc ça, on le fait par une descente de gradient, donc on va venir aussi chercher le minimum de quelque chose, mais c'est celui de la fonction de coût, le minimum de l'erreur. On va le faire en modifiant les poids synaptiques. Donc on fait une descente de gradient sur les poids synaptiques. Alors la manière dont ça fonctionne, c'est par la méthode de rétropropagation de l'erreur,
qui est extrêmement mathématique et orthogonale à la physique d'un système. C'est-à-dire on prend un réseau de neurones, donc tel que je vous l'ai présenté tout à l'heure, avec les ronds qui symbolisent les neurones et les flèches, les synapses. Donc on a ces opérations de multiplication et addition de poids pondérés, de non-linéarité, etc. Donc la manière dont on procède, c'est quand on veut faire apprendre ce type de réseau, on va commencer à lui appliquer des entrées, par exemple une image. On va regarder la sortie. Mettons que l'on va identifier s'il y a un chat ou un chien dans l'image. Voilà, on va regarder la valeur de sortie. Et on va utiliser un apprentissage de type supervisé, en général. C'est-à-dire qu'on va avoir la réponse. On va savoir s'il y a un chat ou un chien. Et donc, on va regarder la réponse du réseau. Et on va pouvoir calculer une erreur, et donc la fonction de coût, ici. Et ensuite, donc, comme le réseau au départ, les poids sont aléatoires, il ne va pas donner la bonne réponse, donc on va effectivement avoir une erreur. Et le but, ça va être de modifier les poids, donc la valeur, l'amplitude des synapses dans ce réseau, de manière à ce que chaque poids diminue, rectifie sa contribution à l'erreur à la sortie. Donc on a une erreur qui est en sortie du réseau, et on veut modifier même les poids synaptiques qui sont enfouis dans le réseau. Donc pour faire ça, il faut qu'on arrive à propager l'erreur à la sortie et corriger chaque synapse. Et ça, c'est une procédure pour le faire. Ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des dérivés en chaîne à travers ce réseau qu'on connaît très bien mathématiquement. Et donc chaque fonction est dérivable de manière à trouver ce gradient. Donc c'est des mathématiques assez simples, mais c'est très mathématique et on est là très loin de la physique. Mais là où ça marche très bien, c'est qu'effectivement, on vient modifier très minutieusement, petit à petit, chaque poids de façon à ce qu'il contribue de moins en moins à l'erreur en sortie de réseau. Et c'est ça qui permet la performance des algorithmes dits supervisés d'aujourd'hui par cette rétropropagation de l'erreur. Donc on voit ici qu'on a une méthode très mathématique et donc qui a priori est très différente de ce que propose Hopfield, qui voulait finalement qu'un système apprenne par sa physique. Pendant longtemps, on a pensé que ces deux méthodes étaient complètement orthogonales, mais depuis quelques années, il y a des avancées qui montrent qu'en fait, il est bien possible qu'un système physique puisse réaliser des formes de rétropropagation de l'erreur par sa physique. Et donc un de ces algorithmes, qui est très intéressant, s'appelle l'algorithme de la propagation de l'équilibre. Et c'est cet algorithme que j'aimerais vous présenter aujourd'hui. Donc, il a été inventé il y a quelques années, en 2017, par Benjamin Cellier et Yoshua Bengio, qui est un des pionniers de l'intelligence artificielle. Et donc, leur idée, ça a été de développer un algorithme qui combine les deux mondes de la physique et de l'apprentissage automatique, en minimisant à la fois son énergie et l'erreur à la sortie du système. Alors comment est-ce que ça fonctionne ? L'idée, c'est de prendre un réseau de neurones que vous pouvez aussi voir si vous voulez, parce que d'ailleurs on va l'appliquer ensuite à ça, comme un système de spin couplé en fait. Donc c'est un réseau de neurones qui est dynamique, avec des synapses bidirectionnelles, c'est-à-dire que l'information peut se propager dans les deux sens de ce réseau. Et l'algorithme fonctionne en deux phases. Dans une première phase, on va venir appliquer des entrées au réseau, c'est-à-dire qu'on va venir figer les neurones d'entrée ou les spins d'entrée, si vous voulez. Il suffit d'y appliquer, par exemple, des forts champs magnétiques localement, de façon à figer leur activité. Lorsqu'on va faire ça, comme tous les spins ou tous les neurones sont couplés, on va venir fortement perturber ce système. Mais comme il est décrit par une fonction d'énergie, c'est un fondamental de cet algorithme, c'est-à-dire qu'on étudie des réseaux qui sont décrits par une fonction d'énergie, tels que les réseaux de spin Ising, eh ben, le réseau va atteindre un équilibre. Et on va mesurer cet état d'équilibre, c'est-à-dire qu'on va mesurer les états des spins ou des neurones à l'équilibre. Ensuite, on regarde la valeur en sortie des neurones ou des spins, et ça nous permet de calculer l'erreur et la fonction de coût. Et maintenant, l'idée très intelligente de Cellier et Bengio, c'est de se dire, en fait, ce qu'on va venir faire, simplement, c'est qu'on va venir amener ce réseau vers la valeur qu'on désire en sortie. Et pour ça, c'est très simple, parce que finalement, j'ai un système physique, donc je peux venir le perturber. Et donc, je peux appliquer une force de type ressort sur les neurones ou les spins de sortie, et les amener un petit peu vers la solution désirée.
Donc il suffit on les tire, hein, ça peut être fait en appliquant, si c'est un réseau de neurones, on va appliquer des biais à ce neurone, si c'est un spin, on va appliquer des petits champs, mais de manière à ce qu'on aille plus vers la solution désirée. Donc quand je fais ça, j'applique cette force élastique vers les neurones de sortie, donc je les amène vers où je veux, et bien sûr c'est une perturbation dans ce réseau bidirectionnel qui va à nouveau être complètement perturbé, puis atteindre un nouvel état d'équilibre. Okay ? Donc la perturbation se propage de la sortie vers l'ensemble du réseau. Et là, j'ai un nouvel état d'équilibre. Et donc, en fait, ce qu'on voit, c'est que ce premier état d'équilibre, où j'avais une forte erreur et indésirable, le deuxième état d'équilibre, où j'ai amené un petit peu mon réseau vers la valeur désirée, est celui que je souhaite plus. Et donc, l'idée, c'est très simple, c'est de dire, il faut que je déstabilise cet état d'équilibre et que je stabilise celui-là. Et ça, je vais le faire en changeant les valeurs des poids. Ici, vous reconnaissez quasiment la règle d'Hopfield, mais vous voyez qu'en fait, elle est double, c'est-à-dire que ce terme ici consiste à venir augmenter l'énergie de ce système-là, avec les valeurs que j'ai mesurées des états de spin, et à venir stabiliser cet équilibre-là en changeant les valeurs des couplages. De cette manière, petit à petit, je vais amener mon réseau à apprendre. Alors, ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'en ce faisant, en fait, je réalise une descente de gradient. En fait, mon système physique, donc si je dis qu'il est décrit par une énergie, ici, E, à l'équilibre, j'ai la dérivée de cette énergie par rapport aux états de spin est nulle. Ça caractérise l'équilibre. Lorsque, dans cette deuxième phase, j'applique une force élastique de type ressort en sortie, je viens modifier la fonction d'énergie et je lui rajoute un terme qui est proportionnel à la fonction de coût. Et donc cette fois-ci, lorsque je viens minimiser l'énergie, j'ai cette nouvelle condition ici qui implique la fonction de coût. Et donc en fait, je ne vais pas rentrer dans les détails des mathématiques, mais c'est très simple. Si vous faites la différence entre ces deux termes, vous allez vous rendre compte en faisant des développements limités que le réseau a réalisé une sorte de dérivée, ce qui fait que la modification des états de spin dans le réseau entre ces deux phases correspond et proportionnelle à la dérivée de la fonction de coût par rapport aux états de spin. Donc j'ai une forme de descente de gradient sur les états de spin. Et à partir de là, il est extrêmement simple de voir que la règle ici proposée par Celi et Bengio, en fait, vient exactement réaliser la règle de rétropropagation de l'erreur, c'est-à-dire qu'elle vient diminuer la fonction de coût par rapport au changement synaptique. Donc j'ai réalisé une descente de gradient, j'ai réalisé une rétropropagation de l'erreur, et ça, finalement, par la physique du système, puisque ce que j'ai fait, c'est au lieu de réaliser des dérivés en chaîne complexes, j'ai simplement pris la sortie de mon système, je l'ai un petit peu attiré de façon élastique vers où je veux, et les perturbations dynamiques dans le système vers l'équilibre ont permis de réaliser la rétropropagation de l'erreur, toute seule. Alors c'est super intéressant, et de plus, cet algorithme est extrêmement performant, puisqu'en fait, il a été montré mathématiquement et numériquement qu'il y a une équivalence entre la loi d'apprentissage que je viens de vous présenter et les gradients déduits de l'algorithme de rétropropagation de l'erreur par le temps. Donc qui est un algorithme moderne à l'état de l'art, supervisé, donc qui permet d'atteindre les meilleurs résultats pour ce type de système. Voilà, et donc ça a attiré ensuite ce résultat de Celi et Bengio, tout un tas d'études qui ont permis de démontrer qu'effectivement, cet algorithme basé vraiment sur la physique permet de résoudre tout un tas de tâches, et notamment des tâches de reconnaissance d'images complexes, avec des résultats à l'état de l'art. Voilà, donc pour moi, c'est un algorithme super intéressant parce qu'il montre qu'il est possible d'entraîner un système physique rien qu'en actionnant sur les entrées et les sorties, donc sans programme. Et donc ce qu'on a fait au laboratoire récemment, c'est d'en donner une preuve expérimentale en prenant un système hardware. Et donc nous avons utilisé pour ça une machine d'easing. Alors une machine d'easing, c'est un système hardware qui est dédié à trouver le minimum d'énergie globale des systèmes d'easing.
Donc en fait, c'est un système hardware qui vient émuler ce système de spin couplé. Alors il y a différentes méthodes pour le faire. Il y a des méthodes qui utilisent uniquement des systèmes avec des transistors, d'autres vont utiliser des machines basées sur l'optique, et d'autres encore comme cette puce D-Wave basée sur des qubits supraconducteurs. Ce sont différents moyens physiques finalement de réaliser ce système-là. Dans tous les cas, à la fin, le système va obéir, sa dynamique va obéir à celle d'un Hamiltonien d'Ising, et ce genre de machine est équipé de processus de type recuit pour essayer d'en trouver les minimums d'énergie globaux. Alors, les machines d'Ising sont donc vraiment très intéressantes pour résoudre des problèmes basés sur l'hamiltonien d'Ising. Et on aurait pu se dire que du coup elles étaient très intéressantes, qu'on les aurait beaucoup utilisées pour faire de l'apprentissage, parce qu'après tout, les premiers algorithmes d'apprentissage, tels que ceux de Hopfield ou les machines de Boltzmann, étaient basés sur des systèmes d'Ising. Mais ce sont des apprentissages non supervisés, et donc comme je le disais, pas à l'état de l'art. Il n'y avait pas jusque-là de méthode pour réaliser des apprentissages supervisés sur ce type de machine. Et donc ce type de machine est essentiellement utilisé pour résoudre des problèmes combinatoires, où les paramètres J, IJ des couplages entre spins sont fixes. Ils sont donnés par le problème directement et on les applique une fois pour toutes, et ensuite la solution du problème est donnée en allant regarder quelle est la solution à l'équilibre. Donc, par exemple, ce type de problème, c'est celui du traveling salesman, où il s'agit de trouver la trajectoire la plus optimisée pour aller d'un point à l'autre sans perdre de temps. En termes d'apprentissage automatique, donc comme je vous le disais, seulement de tout petits problèmes ont été résolus avec ce type de machine, avec des bases de données très réduites et qui n'utilisent pas pleinement les mécanismes physiques de la puce. Alors ce que nous avons fait, c'est que nous avons utilisé la machine d'Ising D-Wave, donc basée sur des qubits supraconducteurs, pour lui apprendre à reconnaître sans programme des chiffres manuscrits. Alors nous avons utilisé cette machine parce que parmi toutes les machines d'Ising disponibles aujourd'hui, celle-ci possède un très grand nombre de spins. On a 5000 qubits supraconducteurs qui sont aisément configurables en ligne. C'est une machine commerciale, donc on a un accès facile pour lui appliquer des entrées et des sorties. Et elle est équipée d'une procédure de recuit quantique qui permet d'atteindre le minimum global d'énergie. Et elle obéit donc à cet Hamiltonien de spin. Et ce que nous avons fait, c'est que donc nous avons pris cette machine et nous lui avons appliqué comme donnée d'entrée les chiffres manuscrits d'une base de données qui s'appelle MNIST, qui est très connue dans le domaine, qui permet de comparer ces résultats à d'autres algorithmes. Et nous avons réalisé, avec les spins de la puce, un réseau de neurones, donc avec une couche cachée de 120 neurones et une couche de sortie de 40 neurones. Et nous lui avons appliqué l'algorithme de la propagation à l'équilibre pour apprendre. Et donc on a ces deux phases qu'on doit réaliser. Donc dans la première phase, ce qu'on a fait, c'est qu'on a appliqué les entrées, donc les pixels qui correspondent aux images des chiffres. Chaque pixel, c'est un spin d'entrée, et donc ça, on l'a appliqué sous la forme d'un champ magnétique au spin d'entrée. Dans la première phase, on a utilisé la procédure de recuit quantique pour atteindre l'équilibre global. Donc c'est ce que vous voyez ici, en fait. On voit la probabilité de changement d'état qui diminue avec le temps. Le système atteint son équilibre. On mesure la valeur des spins. Et ensuite, on a réalisé la phase où il s'agit de prendre les sorties et de les amener un peu plus vers l'équilibre. Et pour ça, on a appliqué des champs magnétiques sur les spins de sortie. Et aussi, on a utilisé la procédure de recuit pour réélever un peu, on peut dire, la sorte de température effective, de façon à ce que le système quitte son minimum d'énergie globale, pour le perturber un peu, lui permettre ensuite de répondre aux sorties et d'atteindre un nouvel état d'équilibre plus favorable. Voilà. C'est ainsi qu'on a utilisé le phénomène, on a pu réaliser un apprentissage sur ce système physique. Et ce qu'on a montré, c'est qu'on avait, donc ce sont les points qui sont ici, ça c'est le hardware,
Ici, l'axe vertical, c'est la précision obtenue de reconnaissance sur la tâche. Et les lignes, ce sont des simulations numériques de ce qu'on attend en software, en fait. Et on voit qu'à chaque fois, en fait, on est même un petit peu au-dessus du software, mais on ne peut pas conclure à une supériorité de la machine par rapport au software, simplement à cause des barres d'erreur. Donc, en fait, ce que je voulais surtout montrer ici, c'est que ce qui est important, au-delà de la performance qui est celle qu'on attend, c'est qu'un système physique peut apprendre, donc de manière supervisée, avec des algorithmes à l'état de l'art, sans programme. On a ce système de spin et on lui a juste appliqué des entrées et des sorties. Et il a ainsi appris. Voilà qui est très intéressant. Et donc le défi maintenant de développement de ces systèmes, c'est d'arriver à les réaliser à grande échelle. On a deux grands défis, le nombre de spins et la connectivité. Donc en fait, dans les systèmes de type verre de spin, on peut avoir un très grand nombre de spins très connectés, mais ce sont des systèmes volumiques, on ne peut pas venir les contrôler. La plupart des systèmes physiques sont... Nous, ce qu'on veut, c'est un système physique de spin dont on puisse connecter, finalement contrôler les couplages. Et puis la plupart des systèmes physiques sont seulement localement connectés. Donc ici, je vous montre par exemple ce qu'on appelle un réseau de glaces de spin artificielles, donc réalisé en 2D avec des nano-aimants. Ici, chaque petite flèche est un nano-aimant. Vous voyez qu'en 2 dimensions, chaque nano-aimant, naturellement, va être connecté à 4 autres nano-aimants. Si je passe en 3 dimensions, je vais pouvoir avoir 9 connexions, mais c'est assez peu. C'est la même chose pour les qubits supraconducteurs de D-Wave. En fait, il s'agit... chaque qubit ici, c'est un de ces anneaux supraconducteurs, c'est un squid. Ces anneaux, ils s'entrecoupent pour être couplés les uns aux autres par les points bleus qui sont des jonctions Josephson. Et en fait, dans le système D-Wave, vous avez 8 qubits, c'est-à-dire 4 qubits qui sont connectés parfaitement à 4 autres qubits. Ensuite, chacun, donc ça forme des sous-groupes de 8 qubits qui sont tous connectés. Et ensuite, si on veut les connecter plus, il faut artificiellement forcer des spins dans les sous-ensembles à avoir la même valeur, ce qui réduit fortement la connectivité du système. Donc typiquement, on a des milliers de spins dans un tel système, mais quand on veut tous les connecter ensemble, on a seulement 50 spins qui peuvent être vraiment tous connectés ensemble. Et pourquoi c'est un souci ? C'est parce que les réseaux de neurones, pour être efficaces, ils ont besoin d'un très grand nombre de neurones et de connexions pour atteindre de hautes performances. Donc dans le cerveau, il y a 100 milliards de neurones et 10 000 fois plus de synapses. 10 000 fois plus de synapses que de neurones, ça veut dire que chaque neurone est connecté par 10 000 synapses. Vous imaginez la structure que ça donne. En fait, ici, vous voyez une reconstruction 3D d'une partie du cerveau. Donc les blobs ici, ce sont les neurones, et les fils de couleur, ce sont les fils finalement qui relient les neurones entre eux par des synapses. Donc vous voyez que cette connectivité, on va dire vraiment folle, est réalisée par le cerveau grâce à sa structure 3D et des mécanismes biologiques qui permettent de connecter tout ça de manière extrêmement précise. Notre électronique à nous, elle est bidimensionnelle avec des fils tout droits aujourd'hui, donc c'est très difficile d'atteindre ce degré d'interconnectivité. Comment faire venir sur un élément électronique 10 000 fils et d'en avoir des milliards? C'est là la question. Donc ça, c'est le cerveau, et en fait, de plus en plus, finalement, les réseaux de neurones, ce sont ce sont des fonctions d'optimisation, et plus on a de paramètres, plus on optimise, mieux on optimise, et plus on est performant. Et donc, avec le temps, les réseaux de neurones, le nombre de paramètres, c'est-à-dire le nombre de poids synaptiques, donc le nombre de synapses des réseaux de neurones augmente considérablement. On arrive à des nombres de paramètres très similaires au nombre de synapses dans le cerveau. Donc ça montre que si on veut réaliser des systèmes efficaces, en tout cas en termes de précision des systèmes physiques, on veut avoir un très grand nombre de composants et une très grande connectivité. Alors, c'est intéressant parce qu'en fait, on a aujourd'hui un moment où on a une maturité des nanotechnologies qui ont été développées pendant les 50 dernières années. Et en particulier,
des nanotechnologies qui permettent de stocker de l'information, donc des mémoires. Alors il y a différents types de mémoires. Il y a des mémoires spintroniques basées sur des processus d'oxyde ou de changement de phase. Ces composants nanométriques qui étaient jusqu'à peu encore étudiés académiquement sont désormais, depuis quelques années, intégrés dans les processus industriels au cœur des transistors. Ici, ce que vous voyez en bas, c'est une coupe d'une puce en silicium. En bas, vous avez les transistors. Et là, vous avez des vias, c'est-à-dire finalement des connexions électriques entre transistors. Et les nouveaux composants mémoire nanométriques peuvent être intégrés au sein de ces connexions nanométriques. Et il existe désormais des prototypes de ce nouveau type de mémoire qui ont des capacités au gigabit et même au-delà, ce qui signifie qu'il est possible de mettre des milliards de ces composants sur une puce. Alors ces composants industriels sont des composants de type mémoire, c'est-à-dire qu'elles sont là pour que chaque composant puisse stocker un bit, un 0 ou un 1. Et ce qui est intéressant, c'est que la plupart de ces composants, en fait, ont des fonctionnalités supplémentaires qui ne sont pas utilisées dans les mémoires, mais qu'on pourrait utiliser dans les réseaux de neurones. En particulier, en spintronique, donc la mémoire magnétique, est basée sur ce qu'on appelle une jonction tunnel magnétique, qui est présentée ici. Donc, il s'agit d'un sandwich entre deux aimants séparés par une petite couche isolante d'un nanomètre à peu près. Donc, ce sont des alliages magnétiques séparés par donc, cet isolant, ce sont de l'oxyde de magnésium. Et donc, on peut en faire des cylindres extrêmement petits, jusqu'à une dizaine de nanomètres, même plus petits en diamètre. Et ce qui n'est pas représenté ici, donc là vous voyez juste le cylindre, mais on peut envoyer un courant électrique. Il y a des grosses électrodes qui permettent d'envoyer un courant électrique dans ce cylindre. Et donc nous avons deux aimants. Et en fait, l'idée de la mémoire magnétique, c'est que si les deux spins, les deux aimants pointent dans la même direction, on va avoir un bit 0. Donc on a l'aimant du bas qui est fixe en général, et si on peut renverser celui du haut de manière à ce qu'il soit antiparallèle, on a un bit 1. Donc en fait, c'est la direction de l'aimantation qui indique la valeur du bit. Et il est possible de lire l'état des aimantations par un effet magnétorésistif. En fait, c'est la découverte d'Albert Fert et de Peter Grunberg, c'est-à-dire que lorsque j'envoie un courant et que je lis la résistance à travers ce type de jonction, si les aimantations sont parallèles ou antiparallèles, je vais avoir une valeur de résistance différente due à l'interaction entre le courant électrique et les moments locaux portés par l'aimant. Et ce qui est aussi intéressant, qui a été découvert il y a quelques années et qui permet ces mémoires magnétiques, c'est que si j'envoie un courant électrique un peu plus fort, en fait, quand les électrons passent à travers le premier aimant, les électrons donc, qui au départ ont un spin complètement aléatoire vont être polarisés en spin, c'est-à-dire qu'ils vont commencer à porter un moment angulaire. Et lorsqu'ils passent par effet de tunnel à travers la petite couche isolante, quand ils vont arriver sur l'autre couche, le moment angulaire qu'ils portent va être conféré au spin supérieur, en fait, puisqu'on a une conservation du moment angulaire. Et ce transfert de moment angulaire va induire une précession, un mouvement du spin supérieur. Alors, pour les mémoires magnétiques, on va utiliser ce phénomène pour renverser l'aimantation. C'est-à-dire qu'on va envoyer une impulsion de courant, faire précesser l'aimantation, puis on va enlever le courant de manière que l'aimantation devienne fixe en état 0 ou en état 1. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que si j'envoie le courant de manière permanente, par transfert de moment angulaire, je vais pouvoir faire précesser le spin supérieur de manière entretenue. Donc je vais créer des oscillations de spin. Et comme cet élément est magnétorésistif, si je mesure tout simplement la tension aux bornes de ce composant, je mesure ça. Ça, c'est une mesure expérimentale. C'est la tension en fonction du temps. Vous voyez, quand le spin bouge, je récupère des oscillations. Et ces oscillations, elles apparaissent
à la vitesse de précession d'une aimantation qui est très rapide. Je peux aller de la dizaine de mégahertz à la vingtaine de gigahertz suivant les matériaux que j'utilise, la géométrie, etc. Et donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est que j'ai ici non seulement une mémoire si je le souhaite, mais j'ai un émetteur radiofréquence en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que je peux utiliser ceci comme un neurone qui émet des radiofréquences. En fait, si je considère que le courant, c'est mon entrée, en fait, au départ, quand je mets du courant, il ne se passe rien. C'est-à-dire si je regarde la puissance radiofréquence qui est émise, au départ, il y a une espèce de seuil, c'est-à-dire il y a une inertie, et l'aimantation ne va pas bouger comme ça. Donc il faut que je mette suffisamment de courant pour avoir suffisamment de mouvement angulaire pour créer la précession. Et donc ensuite, plus je mets de mouvement angulaire, plus je précesse vite en général, et donc la puissance émise augmente. Donc ce que ça veut dire, en fait, ici j'ai une fonction non linéaire que je peux utiliser pour être la fonction d'activation de mon neurone. Donc ce que ça veut dire, c'est que je mets un courant qui est mon entrée, et la puissance émise, en fait, c'est, et il applique une fonction d'activation sur l'entrée et ensuite l'émet sous forme de radiofréquence. Donc on peut imaginer utiliser ce genre de système à spin comme des neurones qui communiquent par radiofréquence. Donc ce qu'on a fait il y a quelques années, parce qu'on commence vraiment, c'est une recherche académique, on a déjà démontré avec un seul dispositif qu'on pouvait faire des choses intéressantes en tant que neurone. Donc on a utilisé des astuces, etc., mais on a montré que ce type d'oscillation radiofréquence pouvait permettre de reconnaître des chiffres prononcés par différentes personnes avec un taux de succès à l'état de l'art pour le type de tâche qu'on faisait. Donc ça a montré que ce genre de composant était suffisamment fiable pour réaliser des opérations, on va dire, cognitives. Ça, c'était sur un composant. Et ça faisait un neurone. Depuis, on a inventé des synapses qui peuvent traiter, qui peuvent moduler ces signaux radiofréquences et la manière de les connecter. Donc, on a récemment réalisé un petit réseau de neurones avec une dizaine de ces jonctions qui réalisent à la fois les rôles des neurones et des synapses et qui communiquent par radiofréquence. Voilà, donc on est tout au début, mais notre objectif à long terme, ce serait de réaliser de grands réseaux, finalement, où chaque neurone ou chaque spin, en fait, émet le résultat de ces opérations par radiofréquence, ce qui permettrait de les connecter à bien plus de voisins que si on devait utiliser des fils. En fait, l'idée, c'est de combiner les deux. Donc voilà, donc ça, c'est une des choses sur lesquelles on travaille, c'est d'aller vers ce type de réseau. Donc, voilà, c'est une recherche intéressante et passionnante, mais on peut se demander aussi, mais finalement, d'accord, mais quels sont les avantages d'un tel type de système physique? Oui, pardon, parce que ce que je veux dire, c'est qu'il s'agit de le construire, puis bien sûr, on voudrait qu'il apprenne ensuite, sans programme. Mais quels sont les avantages d'un système physique qui apprend sans programme, comparé à un ordinateur? Parce qu'après tout, d'avoir un programme permet d'avoir une grande flexibilité du système. Eh bien, il y a deux avantages. Le premier avantage, c'est qu'un tel système physique ressemble beaucoup plus au cerveau, qui n'a pas de programme, c'est-à-dire que dans le cerveau, le système physique est le programme. Donc c'est intéressant d'étudier ça. Et donc, étudier l'apprentissage de systèmes physiques qui évoluent sans programme permet de mieux comprendre le cerveau. Jusqu'il y a peu, on pensait que les lois d'apprentissage biologique étaient totalement irréconciliables avec le phénomène de rétropropagation de l'erreur que j'ai présenté jusque-là. En effet, en biologie, on sait que deux neurones sont connectés par une seule synapse et que cette synapse évolue uniquement, c'est-à-dire les changements de la force de la synapse, évoluent uniquement en fonction de l'activité des neurones qu'elle connecte. Ça s'appelle des lois d'apprentissage de type Hebbian, donc qui a résumé ça en disant « Who fires together wires together », c'est-à-dire qu'une synapse évolue en fonction de l'activité des neurones qu'elle connecte. Donc on appelle ça une loi locale parce que le changement d'un poids WIJ dépend uniquement des deux neurones alentours, I et J. Et donc dans le cerveau, on peut dire en quelque sorte, si on veut, que le programme c'est ça, c'est que chaque synapse
est programmée par les impulsions électriques des deux neurones qu'elle connecte localement. Alors que dans la rétropropagation du gradient, l'apprentissage est par définition non local. C'est-à-dire qu'on calcule une erreur à la sortie du réseau et on vient faire ces dérivés en chaîne pour modifier des synapses enfouies dans le réseau. Ce qui fait que les changements de poids synaptique dépendent non seulement des deux neurones connectés, mais de tous ceux qui sont avant dans le réseau. C'est une règle non locale. Donc chaque synapse doit changer en fonction de la sortie du réseau, même si elle en est physiquement éloignée. Et donc là, on pensait jusqu'à peu que c'était complètement impossible c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de lien finalement entre les neurosciences et l'évolution actuelle de l'apprentissage automatique. Mais on voit que ceci a changé, parce qu'en fait, la propagation de l'équilibre, cet algorithme, a une loi locale. En fait, si vous regardez la loi, c'est la suivante, c'est-à-dire qu'on fait une phase, on perturbe le réseau par ses entrées, on atteint un équilibre, et ensuite, on peut changer la valeur du poids synaptique par l'état des deux réseaux, des deux neurones qu'elles connectent. Donc ça pourrait parfaitement se faire par des impulsions électriques des neurones sur la synapse. Ensuite, on amène le système vers la sortie désirée et on change encore la synapse avec une loi locale. Donc, grâce aux perturbations dynamiques du réseau, et le cerveau est un système dynamique, la propagation de l'erreur se fait par la dynamique et donc, en fait, les neurones, en quelque sorte, portent l'erreur, la amènent au niveau des synapses, et ensuite on peut venir localement modifier les synapses. Et donc, depuis 3-4 ans, maintenant, il y a une espèce de convergence intéressante entre apprentissage automatique et neurosciences, où beaucoup de chercheurs étudient de quelle manière le cerveau pourrait réaliser une forme de rétropropagation de l'erreur. Parce que finalement, beaucoup des pionniers de l'apprentissage automatique sont passionnés par le cerveau. Ils se sont tournés vers la rétropropagation de l'erreur pour amener une grande performance de reconnaissance à leur réseau de neurones. Et ils se disent, mais en fait, le cerveau est si performant, c'est forcément qu'il fait ce qu'on a inventé. C'est évident. Et donc, ils se demandent comment c'est possible. Et donc, il y a de plus en plus d'algorithmes qui ressemblent à celui de la propagation par l'équilibre et qui cherchent à le rendre de plus en plus biologiquement compatible pour comprendre comment un système physique qu'est le cerveau biologique peut réaliser de l'apprentissage par des processus dynamiques. Donc, c'est un champ de recherche vraiment passionnant. Voilà, donc le premier intérêt, c'était ce lien avec les neurosciences. Le deuxième intérêt d'un système physique qui apprend sans programme, c'est que potentiellement, il peut résoudre les problèmes de consommation électrique de l'intelligence artificielle actuelle. Puisqu'en fait, vous le savez, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, ça tourne sur des superordinateurs, dans des data centers qui consomment une quantité d'électricité phénoménale. Donc, pour vous donner un petit peu un ordre de grandeur, donc, il y a un modèle de langage, par exemple, qui a fait beaucoup parler de lui ces derniers temps, qui s'appelle ChatGPT. Pour entraîner ce modèle de langage, il a fallu des milliers de kilowattheures. Et pour entretenir son fonctionnement, le coût électrique est absolument considérable. Donc ça tourne en permanence sur des serveurs monstrueux. Et donc il y a un coût en électricité et un coût économique qui est vraiment très fort. C'est-à-dire que OpenAI, qui a développé ce système, n'aurait pas pu le faire sans l'appui économique de grands industriels qui sont intéressés par les applications. L'équivalence électrique pour entraîner ce modèle de langage, c'est 6 années d'opération du cerveau et en équivalence de consommation. Et c'est tout, c'est-à-dire qu'il apprend juste à prédire des mots sans, pour l'instant, avoir une vraie cognition derrière. Et on sait qu'un enfant de 6 ans va non seulement apprendre le langage, mais réaliser tout un tas d'autres opérations cognitives vraiment très intéressantes. Donc, c'est très dur de comparer la consommation électrique des deux, parce qu'en fait, les réseaux de neurones artificiels aujourd'hui, ils n'ont pas les capacités du cerveau. Mais on voit quand même ici, par cette comparaison,
qu'un réseau de neurones sur ordinateur qui entraîne un modèle de langage va consommer beaucoup plus qu'un cerveau. La consommation du cerveau, c'est environ 20 watts, donc moins qu'une ampoule électrique. Alors d'où ça vient ? On sait que ça vient principalement de l'architecture des ordinateurs. Dans un processeur, on a deux blocs. On a un bloc mémoire et un bloc qui fait les calculs. Pour l'apprentissage, on va avoir, vous l'avez vu, des milliards de paramètres qu'il va falloir aller chercher systématiquement dans la mémoire, faire circuler dans un bus jusqu'au processeur pour réaliser des opérations mathématiques complexes, et ensuite ramener tout ça dans la mémoire. Et itération après itération, on a ces mouvements de données, en fait, et c'est là où se fait toute la dissipation de l'énergie. Plus les mémoires, donc c'est ce que montre ce graphique, et de plus les mémoires sont loin spatialement de la partie calcul, plus la consommation d'énergie est phénoménale, et souvent on est incapable d'enregistrer toutes ces données dont on a besoin très proches de la partie logique. Or, dans le cerveau, l'architecture est totalement différente. C'est-à-dire que justement, on peut voir les neurones comme les processeurs et la synapse comme la mémoire. Et vous voyez que la synapse qui est la mémoire, elle connecte directement, elle est directement entre les neurones, c'est-à-dire qu'elle leur donne directement l'information. Il n'y a pas besoin d'aller la chercher ailleurs, elle est là, localement. On n'a pas de transfert de données, en fait. Et c'est pour ça que le cerveau est extrêmement efficace, et en plus, bien sûr, il est totalement parallèle. Donc il fait tout ça de façon extrêmement parallèle. Donc on sait aujourd'hui, en fait, qu'on peut réduire la consommation électrique de l'intelligence artificielle en s'inspirant de ce type d'architecture. C'est pour ça qu'on appelle ça des systèmes neuromorphiques. On voudrait qu'ils aient cette forme du cerveau, c'est-à-dire cette localité, c'est-à-dire qu'on veut vraiment réaliser des neurones physiques et des synapses physiques qui sont connectés au plus proche, donc densément connectés avec un très grand nombre de composants qui font les synapses et les neurones. Et on sait que si on fait ça, on peut diminuer de plusieurs ordres de grandeur la consommation électrique de l'intelligence artificielle. Les estimations vont d'un facteur 10 à un facteur 1000, en fait, suivant la technologie utilisée. Ce graphique ici, ce que vous voyez sur l'axe vertical, c'est la consommation d'électricité, en gros. On peut le relier à la consommation d'électricité pendant l'apprentissage. Et ici, vous voyez différentes technologies. Donc ça, c'est les technologies actuelles, en gris. Et ça, c'est ce qu'on pourrait faire si on réalise des systèmes neuromorphiques avec l'électronique actuelle. Et ça, c'est ce qu'on peut atteindre comme performance en combinant l'électronique actuelle avec les technologies de mémoire, les nanotechnologies que je vous ai présentées tout à l'heure. C'est-à-dire que ça, c'est le gain en énergie. Donc là, vous avez des très fortes barres d'erreur parce que ça, ce sont des systèmes en recherche académique, donc on a de grosses variations et il s'agit aussi de prédictions, mais vous voyez ce qu'on pourrait obtenir. Alors, un des énormes défis pour y parvenir, donc en plus de ce que j'ai déjà évoqué, c'est-à-dire de mettre tous ces nanocomposants sur une puce et de les relier entre eux densément, c'est la variabilité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on commence à utiliser des nanocomposants, ils vont intrinsèquement être imparfaits. C'est-à-dire que même si on les fabrique tous à l'identique, la taille devient tellement proche de celle de l'atome qu'ils vont tous être différents, en réalité extrêmement bruités. Et donc, ici, par exemple, on voit c'est un papier récent qui montre un panorama des imperfections des composants qui sont utilisés comme des synapses. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ils sont très bruité. En gros, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir un algorithme d'apprentissage qui va nous dire, on voudrait avoir ce changement synaptique-là. Et pour obtenir ce changement synaptique, en général, on va appliquer des impulsions de courant ou de tension à un composant. Et jamais on aura ce qu'on veut. En fait, ça va faire autre chose, clairement. Et donc, ça nuit fortement à l'apprentissage, parce qu'en fait, aujourd'hui, l'apprentissage, ça consiste justement à venir modifier de façon extrêmement précise chaque synapse pour qu'elle vienne modifier l'erreur à la sortie du réseau. Avec le bruit qu'il y a dans les composants actuels, il y a même des fois où le signe pourrait être dans le mauvais sens, c'est-à-dire qu'on pourrait venir changer la synapse dans le mauvais sens. Et donc l'énorme défi actuel, c'est comment calculer avec des nano-objets si imprécis.
C'est vraiment le défi. Et ce qu'on peut noter, c'est que jusqu'ici, en fait, finalement, dans les systèmes que je vous ai présentés, on apprend par la physique des spins. Les spins qui représentent les neurones. Donc le système, il va à l'équilibre des spins. Puis ensuite, on considère que les spins, ils vont pouvoir dicter leur comportement aux synapses, comme on le veut. C'est-à-dire que les synapses vont obéir aux spins, quoi. C'est-à-dire qu'elles vont être programmées par les spins. Mais en réalité, dans le cerveau ou dans les systèmes physiques qu'on réalisait, les synapses vont avoir leur physique à elles. C'est-à-dire qu'elles vont tendre à minimiser une énergie qui est différente de celle du système. Et c'est là, en fait, où je pense qu'il faut aller encore plus loin, c'est-à-dire maintenant réfléchir comment apprendre dans un réseau physique qui considère la physique de tous ses composants, c'est-à-dire des neurones, des synapses, c'est-à-dire c'est comme si on cherchait à comprendre comment un système d'Ising peut apprendre en modifiant tout seul par la physique de ses spins et la physique de ses couplages qui évolueraient dans le temps. C'est ça qu'on chercherait par eux-mêmes, par leur physique, une physique des couplages. Alors, ce qui est bien en physique neuromorphique, c'est qu'on a toujours le guide du cerveau, c'est-à-dire qu'on sait que notre quête n'est pas impossible, hein, malgré toutes les difficultés, puisque le cerveau y arrive. C'est-à-dire que les composants du cerveau sont aussi très stochastiques. Les synapses, on le sait, évoluent de manière stochastique. Finalement, pour économiser l'énergie, il semble qu'elles font un compromis entre précision et consommation d'énergie pour atteindre leurs résultats, et donc elles sont assez bruitées. Et pourtant, le cerveau est très précis. Donc il doit y avoir des manières de le faire, et moi je pense que pour ça, il s'agit de prendre en compte toute la physique de l'ensemble du système dans l'apprentissage, et là aussi, donc, vous voyez, c'est un champ de recherche très intéressant. Donc j'arrive à la fin de mon exposé. Voilà, donc j'ai abordé la question de savoir comment un système physique peut apprendre, simplement par ses entrées-sorties. Donc vous voyez qu'il y a des questions fondamentales sur la manière d'apprendre, et que aussi l'intérêt, c'est qu'on peut relier ce genre d'algorithme à la manière dont le cerveau apprend. Donc il y a un intérêt, des liens avec les neurosciences. Également des intérêts applicatifs, puisqu'on pourrait diminuer la consommation électrique des systèmes de traitement de l'information par l'intelligence artificielle de plusieurs ordres de grandeur. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que nous sommes à un moment très intéressant, parce qu'on a une sorte de point de convergence pour faire ça. C'est-à-dire qu'en ce moment, il y a un énorme progrès sur les algorithmes basés par la physique, qui est poussé par cet intérêt, cette convergence entre apprentissage automatique et neurosciences. Il y a un besoin des applications, on a besoin d'une intelligence artificielle vraiment avec une faible consommation d'électrique, parce que pour l'instant, il est difficile d'avoir des systèmes embarqués qui apprennent, tout simplement. La voiture automatique communique avec un serveur. L'intelligence artificielle n'est pas embarquée, parce que sinon elle prendrait tout le coffre et elle viderait la batterie très rapidement. Et de plus, on a un point où les nanotechnologies ont atteint un stade de maturité suffisante pour envisager d'utiliser leur physique particulière dans des systèmes. Et donc, c'est le thème de ma recherche et ce que j'ai essayé de vous présenter aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention.